Bonjour à tous, dans l'actualité ce 13, c'est parti pour la course au diplôme du certificat d'études primaires. Sur la ligne de départ, plus de 2400 candidats à suivre le constat de nos reporters. Le 7 juin, c'est la date choisie chaque année pour célébrer la Journée africaine des frontières. Cette journée permet de sensibiliser les peuples sur les enjeux tels que la politique, l'économie et la sécurité. On en parle dans ce 13h. Et puis, atelier de dissémination du document de la stratégie nationale de la mécanisation agricole. Les acteurs impliqués s'approprient le contenu du dit document. On fait le point dans cette édition. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Plus de 2400 candidats plancent ce jour pour l'obtention du certificat d'études primaires sur le territoire national. Dans la commune d'Abomey-Calavi, le maire a dépêché une délégation conduite par la première adjointe pour constater le démarrage et encourager les candidats. Rebecca Kinjaoundé nous décrit ici l'ambiance au sein de ce centre choisi par la délégation communale. Difficile de cerner l'état d'âme qui se cache derrière ce masque. Mais une chose est certaine, il est prêt et n'attend que la première épreuve. Pendant ce temps, au secrétariat, l'heure est plutôt aux dernières consignes. Nous sommes ici dans le village de Somain, commune d'Abomey-Calavi, plus précisément à l'école primaire publique de Togba 1. Et c'est le centre choisi par le conseil communal pour lancer officiellement les épreuves à Abomey-Calavi. L'équipe, à son arrivée, a parcouru les salles de composition et nous avons vu que les enfants sont gais parce que le premier facteur qui perturbe le candidat, c'est le climat. Il n'y a pas eu la pluie, le jour est ensoleillé, donc ça leur donne plus de vigueur. Nous leur avons prodigué de sages conseils comme quoi de ne pas être crispés. 364 candidats sont inscrits dans ce centre. Au démarrage de la première épreuve, 4 ont manqué à l'appel. Abomey-Calavi 1 compte 31 centres de composition avec un effectif de 15 788 candidats. Pour le CPE, nous attendons un chaos, 100%, parce que les enfants ont été préparés. Dans les salles de composition, place maintenant à la concentration. Dehors, des parents d'élèves déjà impatients de voir s'égrener les minutes pour la fin des épreuves de la matinée. Et ce même top a été donné à l'ADA, examen du certificat d'études primaires 2021. C'est à Ayou, dans la commune d'Alada, que le ministre des enseignements primaires et secondaires, Salman Karimo, est allé lancer les épreuves. Le préfet de l'Atlantique et le maire d'Alada étaient également à ce lancement qui intervient dans un contexte de crise sanitaire. Le ministre Salman Karimo livre ici sa satisfaction tout en appelant les examinateurs au sens de responsabilité. On le suit. Nous y sommes déjà à partir d'aujourd'hui. Alors nous allons toujours réitérer nos souhaits. Les surveillants qui sont des enseignants que nous avons désignés dans les salles sont des responsables. Nous devons compter sur leur sens de responsabilité, sur leur esprit, n'est-ce pas, de patriotisme, comme quoi il faut éviter autant que faire se peut ce qui pourrait, n'est-ce pas, s'apparenter à la fraude, ce qui pourrait s'apparenter à la tricherie, qu'ils laissent les apprenants, n'est-ce pas, démontrer, montrer ce dont ils sont capables. Et nous sommes sûrs que nos apprenants aujourd'hui, n'est-ce pas, savent de quoi il est question. Ils sont bien formés, l'année scolaire a été une année suffisamment apaisée. Les témoignages même des enseignants font état de ce que les programmes ont été exécutés à 100%. Ils ont eu le temps de faire des travaux dirigés avec eux. Donc les enfants sont suffisamment préparés. Donc ils n'ont plus besoin, n'est-ce pas, de leur souffler des choses. Ils n'ont pas besoin de vouloir les aider puisqu'ils n'en ont plus besoin. Et puis le complexe scolaire de Wokodoru, là nous sommes dans le septentrion et le centre d'examen qui a abrité ce lundi 7 juin le lancement des épreuves du certificat d'études primaires session de juin 2021 à Parakou. Le maire Inoussa Chabizime et des membres de son conseil ont visité quelques centres de composition pour s'assurer du bon déroulement de cet examen. Plus de précisions avec Roland Robinson et Alexis Assoba.
7h10 au complexe scolaire de Ouakotoro à Parakou. 537 candidats y composent pour les examens du certificat d'études primaires. Peu avant 7h30, le maire Inoussa Tchabizime et sa délégation visitent le personnel d'encadrement pour les encourager à jouer au mieux leur partition. Ils sillonnent ensuite quelques salles de composition pour prendre le pouls des candidats avant de leur distiller quelques paroles motivantes. Il n'y a pas de peur ce matin. Faites comme si vous étiez en classe, en train de travailler. Prenez le temps de lire l'épreuve du début jusqu'à la fin. Et après, vous allez voir qu'est-ce que je connais. Qu'est-ce que je connais mieux? Par où je peux commencer? Et vous le faites très bien, posément. Papa compte sur vous, maman compte sur vous. Parce qu'ils savent correctement que vous allez leur ramener le CPE. Et moi-même, là, je compte sur vous. Je sais que vous allez réussir. D'accord? Et il y a un gros cadeau qui vous attend quand vous allez réussir. Bonne chance à vous. À 8h30, les candidats ont enfin accès aux premières épreuves de composition. À partir de 6 heures, les surveillants étaient dans le centre. Les candidats aussi, à partir de 7 heures, étaient déjà dans les salles de composition. Les dispositifs de lavage de mains étaient déjà installés. Donc la sécurité est garantie dans le centre. Est-ce que l'examen aura lieu avec le phénomène des grèves? Est-ce que les gens ont fini le programme et tout? Cette fois-ci, ces questions ne sont plus à l'ordre du jour. Parce que l'année a été paisible, les cours se sont bien déroulés et nous sommes à l'étape de l'évaluation des connaissances. En notre temps, avoir cet âge-là, c'est l'âge d'être peut-être au CI ou au CP. Aujourd'hui, ils sont au CM2 et ils s'accommodent, ils s'adaptent. Vraiment, c'est surprenant. Et nous constatons que les choses évoluent réellement. 5 personnes handicapées visuelles planchent au centre de promotion sociale des aveugles de Parakou. La délégation est allée témoigner tout son soutien aux acteurs de l'établissement. Tout se passe également sans anicroche. À l'école urbaine centre de Parakou, on peut constater les autorités locales. Elles espèrent même de belles performances pour ces examens. J'ai souhaité que la commune de Parakou s'illustre positivement et qu'elle soit parmi les premières communes du Bénin pour l'édition 2021 du CEPE. Dans la cité des Kobouro, au total, 8 897 candidats inscrits, dont plus de 4 400 filles, se frottent aux épreuves du CEP session de juin 2021. Autre sujet dans ce 13h, la préfecture de Lomé a changé de main. Joachim Apiti a cédé son fauteuil à Marie à Potrossou, engagé à suivre dans la même dynamique. Suivez quelques extraits des discours d'installation recueillis par Jérôme Mongbo et Patrick Belengue. Cette mission, en dépit de son poids et de sa complexité, m'est devenue exaltante et passionnante grâce au grand dévouement et engagement dont j'ai constamment bénéficié de votre part à tous, chers collaborateurs, proches ou extérieurs. Je voudrais vous exhorter à faire profiter le nouveau préfet du même appui, voire davantage. Je voudrais accompagner mon successeur de mes sincères et chaleureux vœux de plein succès dans les nouvelles charges qui viennent ainsi de lui échoir. Ce qui nous revient à présent peut être regroupé en 2 centres d'intérêt. 1. Assurer notre rôle de contrôle de la légalité des actes. 2. Fournir des assistances conseils aux collectivités territoriales pour leur bon fonctionnement et surtout la création des pépinières de projets et des hôtels d'entreprise au regard des dotations naturelles en facteurs de production et les avantages comparatifs de chaque commune en liaison avec les besoins du marché. C'est donc dans une approche participative que nous allons ensemble relever les défis qui nous attendent. Reconnaissance envers un grand homme
le président Patrice Guillaume Martinez Talon. Il a entamé ce qu'il a promis. Le parti Union démocratique Point Bénin Nouveau est un parti qui regorge d'énormément de cadres. Il a commencé, je souhaiterais qu'il continue. Mon souhait est que le docteur Marie Apotrossou marque son passage ici. Autre actualité dans ce 13h, le 7 juin, c'est la date choisie chaque année pour célébrer la journée africaine des frontières. Cette année, cette journée permet de sensibiliser les peuples sur les enjeux tels que la politique, l'économie et la sécurité. À l'occasion donc de cette célébration, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a tenu un point de presse. Suivez ici le message du ministre Alassane Seydou. Il est au micro de Maxi Abla et Ernest Etegou. Institué depuis 2010 par la Commission de l'Union africaine dans le cadre de la mise en œuvre de son programme Frontières, cette journée permet de sensibiliser les populations sur les enjeux politiques, économiques, humains et sécuritaires. Il s'agit d'éliminer les sources de tension aux frontières des États et de faire de ces zones frontalières des espaces de paix, de sécurité et d'intégration pour un développement économique, social et culturel harmonieux. À cette occasion, notre pays célèbre la 8e édition de la Semaine des frontières béninoises et invite tous les acteurs publics et privés à réfléchir sur le thème « Gestion intégrée des espaces frontaliers, outil privilégié pour la promotion de la cohésion régionale ». Les zones frontalières sont toutes confrontées à des disparités socio-économiques caractérisées par des défis de développement communs et persistants. L'absence d'une forte présence étatique et d'investissement public et les désavantages géographiques en termes de conditions naturelles alimentent parfois des griefs parmi les communautés locales. Sur la base de ces constats, le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, depuis son avènement, apporte tout son soutien à la gestion intégrée des espaces frontaliers. Cet engagement justifie les profondes réformes en cours pour redynamiser la gestion des frontières dans notre pays. C'est pourquoi mon département s'emploiera à investir dans les zones frontalières pour stimuler les activités économiques et améliorer la connectivité. L'édition de la Semaine des frontières béninoises sera marquée cette année par des dons de médicaments aux populations vulnérables, des espaces frontaliers pour une bonne résilience, la mise en service des logements pour enseignants et de modules de salles de classe, les ateliers de formation et de sensibilisation des acteurs frontaliers et autres. Je saisis l'occasion de cette journée africaine des frontières pour témoigner la gratitude du gouvernement à tous les acteurs étatiques et non étatiques, à toutes les autorités locales et traditionnelles et les exhorter à œuvrer en synergie aux côtés de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABGF, dans la mise en place d'une gouvernance frontalière locale exemplaire au service du développement local, gage de la réussite de la cohésion régionale. 7 juin, date de célébration de la journée de la sécurité sanitaire des aliments, une journée qui prend en compte le lourd fardeau des maladies d'origine alimentaire. À cet effet, le gouvernement rappelle l'importance de la sécurité alimentaire et des actions menées pour protéger les populations. Écoutons ici l'adresse lue par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le thème retenu par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, est « Des aliments sains pour un avenir sain ». À travers ce thème, il est important de comprendre que la consommation et la production d'aliments sûrs ont des effets bénéfiques immédiats et à long terme sur les personnes, l'économie et la planète. On estime que 600 millions de personnes, soit près d'une personne sur 10 dans le monde, tombent malades chaque année après avoir consommé des aliments contaminés,
et 420 000 en meurent. Les aliments insalubres représentent un manque à gagner d'environ 110 milliards de dollars par an pour les pays à revenus faibles et intermédiaires du fait des pertes de productivité et des dépenses de santé qui en découlent. Notre pays, ayant pris la mesure de la situation, a opéré des réformes afin d'amoindrir autant que possible les effets néfastes liés à la consommation d'aliments insalubres. Ainsi, la surveillance des contaminants dans les aliments au titre de l'année 2020 a permis d'obtenir des résultats non négligeables, au nombre desquels on peut citer 4 989 analyses réalisées sur 2221 échantillons prélevés dans tous les départements du pays. 32 différents produits de grande consommation surveillés pour un taux de conformité de 78,85%. Malgré ces résultats encourageants, plusieurs défis liés au renforcement de notre système national de sécurité sanitaire des aliments restent à surmonter. Et on parle mécanisation agricole avec cet atelier de dissémination du document de la stratégie nationale de la mécanisation agricole. Les acteurs impliqués s'approprient le contenu du dit document. C'était en présence des cadres de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, bras techniques et financiers de cette stratégie, des cadres du ministère de l'Agriculture et de la Société nationale pour la mécanisation agricole, SONAMA. La rencontre s'est déroulée à grands propos. Le compte-rendu de Abdoulaye Idrissou et Aziz Alaoui. Le projet de mécanisation agricole amorcé par le gouvernement béninois poursuit son cours. Pour sa concrétisation, les acteurs impliqués se mettent au même niveau d'information sur le contenu du document boussole de la stratégie nationale de mécanisation. La dissémination de ce document, fruit d'un long processus participatif et inclusif sous la facilitation d'un groupe de consultants national et international, convié par la FAO, sera le moment pour vous, acteurs du secteur agricole, de vous approprier de son contenu. À travers cette campagne de dissémination, les acteurs que vous êtes devront prendre connaissance des réformes et innovations envisagées pour faire de la mécanisation un des leviers essentiels à la promotion des filières agricoles. À l'issue de cette séance de partage et d'échange, vous deviendrez les porte-flambeaux de la stratégie nationale de mécanisation agricole pour sa diffusion dans le monde agricole. Dans la mise en œuvre, plusieurs actions sur le terrain sont déjà avancées. L'installation de l'ANAMA, qui devient SONAMA aujourd'hui pour s'adapter au mieux aux besoins des exigences de ce programme. Il y a un programme d'acquisition 2020 qui est en cours de livraison. Les containers sont sur l'eau en ce moment pour arriver. Et il y a une avancée importante également au niveau du financement avec le FNDA qui, au travers de ce qu'on propose, pense également à élargir le champ du financement. Pour boucler ce circuit, en fait, il manquait une chose, c'était la validation de la stratégie de mécanisation que le MAEP a élaborée. Le gouvernement, par le projet de mécanisation agricole, vise également l'amélioration des conditions de vie et de travail des producteurs en particulier et celle des familles des acteurs des filières agricoles de façon générale. Éducation à présent, atelier d'évaluation, de sélection et du classement des nouveaux bacheliers au titre de l'année 2020. Les recteurs d'universités, directeurs d'écoles supérieures et superviseurs d'instituts ainsi que cadres du ministère planchent sur les nouvelles plateformes mises en marche, le bilan de son fonctionnement et les faiblesses observées. Le point avec Patrick Diossou et Michel Aigbe. Après l'examen du baccalauréat, toutes les universités ouvrent leurs portes à l'accueil des nouveaux bacheliers. C'est exactement comme si nous attendons de recevoir nos hôtes dans nos différentes maisons. Éléonore, la démonstration faite par Éléonore Yaïla Descamps devant les recteurs d'université et autres directeurs d'écoles supérieures. On est ici à l'Institut de sciences biomédicales appliquées, ISBA, où l'on débat du bilan fait après quelques temps de mise en marche de la nouvelle plateforme
qui a permis le classement des nouveaux bacheliers, lauréats du bac 2020. La sélection et le classement des nouveaux bacheliers a connu plusieurs innovations dans le but de faire de l'accès à l'enseignement supérieur un processus le plus juste et le plus équitable possible. 18 et 19 mai 2021, 2 jours d'ateliers d'évaluation des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des résultats du récent classement. On les oriente pour partager avec eux la culture de l'université. Parce qu'ils viennent des établissements scolaires et les réalités ne sont pas toujours les mêmes. Nos enfants sont souvent habitués à un certain nombre de réalités pour faire face à leurs examens au niveau du secondaire. Mais quand ils viennent dans les universités, ce n'est plus les mêmes réalités. Il est important que les universités se préparent pour accueillir ces différents enfants, ces bacheliers. Au thème de cet atelier, les nouveaux bacheliers seront nettement mieux classés qu'un enfant placé dans une famille famélique d'accueil. Et la famille intellectuelle s'en porterait mieux, selon la ministre en charge de l'enseignement supérieur. Et on reste toujours avec les apprenants. Ici, ce sont des apprenants du Centre de formation professionnelle des professionnels handicapés de Akasato qui sont, entre autres, en formation professionnelle. Ils ont reçu donc leur attestation de fin de formation. Durant 18 mois, ils ont été formés dans divers secteurs d'activité. Objectif, faciliter l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Le film de ce dernier round du processus de formation avec Rachidatou Biomaman et Ernest Tigou. Ils sont au total 45 jeunes vivant avec un handicap, désormais détenteurs d'un diplôme ou attestation de fin de formation dans différents domaines d'activité. C'est la 15e promotion du genre à jouir de cette opportunité visant à faciliter l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Nous, récipiendaires, venons exprimer notre immense joie car nous venons de recevoir notre parchemin qui nous permettra de rentrer dans la vie active. Aussi, nous ont-ils donné le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-vivre et de permettre à nous marginalisés de la société d'hier de retrouver le sourire et la confiance en soi aujourd'hui. Démarrée depuis le 17 octobre 2019, cette formation a duré 18 mois. Au bout de ce processus d'apprentissage en couture, coiffure, macramé, cordonnerie, tissage, maraîchage et élevage, des savoir-faire certains. Je vous encourage à persévérer, à recourir aux techniques de développement personnel aussi qui vous ont été enseignées et surtout à vous installer en regroupement, en association, en coopérative pour faire prospérer aisément votre entreprise. Je vous rassure de la disponibilité des structures de mon département ministériel et de l'ensemble des départements ministériels à vous accompagner dans vos projets professionnels. Plusieurs décennies déjà que le Centre de formation professionnelle des personnes handicapées d'Akasato opère avec le soutien de l'État pour améliorer la condition d'existence de cette couche de la population. Avec cette énième formation, la bataille pour plus de justice et d'équité à leur égard est davantage renforcée. Face à la précarité de l'emploi de nos jours, l'entrepreneuriat est une solution pour certains jeunes. Nous vous présentons aujourd'hui l'histoire de Landry Oswald Chopon, un jeune béninois qui a troqué son diplôme de gestionnaire des ressources humaines contre celle de meunier. Ariane da Silva l'a rencontré. Regardez. Un meunier pas comme les autres. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Landry Oswald Chopon est un meunier diplômé. Il a une licence en management des ressources humaines, un statut qui ne l'empêche pas de vivre sa passion. C'est une opportunité dans laquelle je retrouve totalement ma passion, celle de servir les autres. J'ai été à l'école, je suis un diplômé et on dit souvent qu'il n'y a pas de sous-métier. Ce que nous faisons, c'est un métier qui est méprisé, c'est un métier qui est dénigré, pourtant très important pour tout le monde. Le meunier, c'est un animateur de la vie sociale au complet. Sur la base de son expérience entrepreneuriale, Landry Oswald Chopon estime qu'il n'est pas nécessaire de se limiter à un emploi dans la fonction publique.
vous pouvez vous servir de ce que vous avez auprès de vous pour pouvoir nourrir votre petite famille, vous trouver les plaisirs nécessaires et également aider d'autres personnes. Moi, je suis plus heureux aujourd'hui que quand je faisais mon activité d'assistant administratif chargé des ressources humaines. Pour être épanoui dans son activité, le jeune entrepreneur s'est fait des exigences. C'est le courage, la détermination, la vision, savoir là où on veut aller. Et même si vous fléchissez, il faut prendre les leçons de votre échec pour pouvoir évoluer. Landry Oswald Chokpon rêve grand pour son activité et se donne au quotidien les moyens d'atteindre ses objectifs. On parle de nous-mêmes à présent. Le journalisme sportif ou journalisme de sport est une spécialité du 4e pouvoir qui a pour objet la couverture médiatique des événements liés au sport. Très peu de femmes viennent à ce métier pour des raisons diverses. Quelle est donc la place de la femme dans cette branche du journalisme? Fifame Salomé Atadeji s'est intéressée à la question. Suivez son magazine. Ali Cécé de l'autre côté. C'est un domaine réservé aux hommes, ça il faut le dire. Théophile n'est pas le seul à nourrir cette conviction. Comme lui, de nombreuses personnes estiment que le journalisme sportif est une tasse de thé réservée aux hommes. L'intégration des femmes dans le journalisme de sport se heurte ainsi aux stéréotypes selon lesquels elles ne sont pas faites pour cette spécialité. Mais les points de vue divergent. Des femmes font le sport. Donc si des femmes font le sport, il y a des femmes athlètes, des femmes footballeuses, des femmes ont aussi le droit de commenter le sport et de traiter le sport comme actualité. Les préjugés que nous les hommes nous mettons en place barricadent la voie aux femmes. Des femmes parviennent tout de même à dépasser ces préjugés pour se faire une place dans ce domaine, même si elles sont jusque-là en grande minorité. Elle conforte tout de même sa seconde place au classement du groupe L des éliminatoires de la CAN 2021. Vous vous retrouvez pratiquement seule femme au milieu d'un grand stade et il n'y a que des hommes autour de vous. Que ce soit quand j'étais à la télé ou même à la radio, j'ai été la seule femme à la division des sports. Mesdames, Messieurs, amis sportifs à l'écoute de Radio Bénin. Vous êtes seul. C'est vrai qu'à des moments donnés, on est frustré. On a tendance à se dire, je n'ai pas de soutien. Ça a été très compliqué pour moi au début. Je suis la seule femme du lot. Souvent, je me retrouve seule, oui, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Seules, au milieu d'une multitude d'hommes, certaines se demandent si elles ont leur place dans cet univers. Des inquiétudes qui n'ont pas en réalité une raison d'être. Les femmes ont leur place dans le journalisme sportif. La preuve, c'est qu'au niveau de l'Association internationale de la presse sportive, AIPS, on nous recommande d'inciter, on nous recommande de faire en sorte que les femmes s'intéressent à ce métier qui est vraiment noble. Elles peuvent également exercer le journalisme sportif comme les hommes. Vous voyez les commentaires des femmes, vous voyez les femmes faire des analyses, des commentaires ou alors diriger des émissions sportives, c'est bon à voir. On a besoin de ces femmes, à elles de s'affirmer. De la place, des opportunités, il en existe bel et bien pour les femmes dans le monde du journalisme consacré au sport. À présent, la balle est dans votre camp. Fifame Salomé Atadeji, journaliste sportive. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe sans vous.